Alors c'est vrai que le DCA, c'est une stratégie retail qui est hyper connue et qui te permet de descendre ton prix moyen d'achat. Qu'est-ce que c'est que le DCA à la base? C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de lisser ton prix moyen d'achat dans le temps. Il y a deux stratégies qui sont assez utiles, une très connue, l'autre très peu connue, qui permet de lisser ton prix dans le temps et surtout d'avoir un prix moyen qui descend au fur et à mesure que l'actif lui aussi perd en valeur. La base d'un DCA qui est très peu optimisé, c'est de te dire très bien, j'ai par exemple 200 euros qui rentrent par mois et que je peux allouer à ce que je veux, à des vacances, à des loisirs ou peu importe. Je me suis dit que j'allais investir pour mon avenir et donc je vais décider de mettre par exemple 200 euros par mois sur Bitcoin. Ça c'est un DCA classique, tu vas acheter à l'aveugle. Tu vas acheter à l'aveugle et donc ton portefeuille va profiter des baisses parce que forcément si tu tombes sur un top de marché et que Bitcoin fait ensuite un bear market d'un an, comme c'était le cas ici en 2022, eh bien tes 200 euros par mois durant un an vont te faire passer ton prix moyen d'achat d'environ 70 000 $, ton premier achat juste ici, à peut-être 35 000 $, une fois que tu auras mis tes 200 derniers euros ici en bas de bear market. Et donc ça, c'est une stratégie qui te permet de lisser ton prix moyen dans le temps sans pour autant te faire chier avec la macro, les principes de liquidité, du trading, les news, bref, peu importe, tu t'en fous. Tu sais que le marché est aussi à long terme et toi, tu veux juste profiter de pouvoir avoir une stratégie qui va lisser ton prix moyen à travers le temps. Ça, c'est le DCA de base. Tu as ensuite un DCA un peu plus optimisé dans lequel tu vas avoir un capital, par exemple 10 000 euros, et tu vas choisir de fractionner ce capital en un nombre d'entrées bien précises. Par exemple, tu as 10 000 euros, tu vas te dire, ok, moi je vais rentrer en 5 fois 2 000 euros. Mais plutôt qu'avoir une stratégie en termes de temps, c'est-à-dire j'investis chaque mois à l'aveugle tous les premiers du mois quand j'ai ma paye qui tombe, tu as tes 10 000 euros et tu vas te dire, non, moi je veux optimiser mon prix d'entrée, et donc je vais, par exemple, rentrer 2000 euros à chaque fois que Bitcoin fait un drawdown de 20%. Donc par exemple, tu es ici, tu vas attendre que Bitcoin fasse moins 20%, tes premiers 2000 euros vont être investis par exemple ici. Tu vas ensuite attendre que Bitcoin fasse moins 20% à partir de là encore une fois, et donc tu vas avoir par exemple 2000 euros ici, 2000 euros ici, 2000 euros ici, 2000 euros ici. L'avantage de ces stratégies ici, c'est que justement, une fois que Bitcoin va repartir en bull run, comme c'était le cas ici, eh ben, tu ne vas pas te retrouver à acheter à chaque début de mois, alors que Bitcoin a par exemple pris 50%, 60% de rendement. Parce que forcément, la première stratégie DCA va être super utile quand tu es en bear market ou en phase de correction. Par contre, elle va être très peu utile quand tu es en phase d'ascension, parce que ton prix moyen d'achat, lui, va monter en même temps que l'actif. Et si par pur malheur, tu commences un DCA ici et que tu le finis ici, eh bien forcément ton prix moyen d'achat sera passé de là à environ ici, à la moitié de l'ascension de Bitcoin, et donc durant le bear market, tu vas passer pendant au moins 6 à 8 mois en dessous de ton prix d'achat. Le but, c'est d'avoir le moins possible ton portefeuille en perte avec cette stratégie qui est sur le long terme. Et donc avoir une condition de drawdown, justement, ça va te permettre d'optimiser tes entrées uniquement quand il y a des crashs de marché ou alors quand il y a un bear market, et ton portefeuille te remerciera. Alors bien évidemment, il y a également une petite faiblesse dans cette seconde stratégie, c'est que si tu rentres pas en début de bear market ou alors en phase corrective, mais par exemple ici, eh bien tu vois que forcément tes 20% de correction, tu vas attendre un petit moment et tu vas potentiellement louper une hausse de 150% si tu as la poisse de commencer ton fameux DCA via une condition de drawdown juste là. Ça, c'est la base du DCA, mais c'est pas ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est de pouvoir faire du DCA sans cash. Parce que je te l'ai dit, la condition primordiale pour pouvoir la faire, c'est que tu as du cash de côté, tu as du cash disponible pour pouvoir faire baisser ton prix moyen d'achat. Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais partie, comme la majorité des gens, de ceux qui rejoignent le marché crypto ou n'importe quel type de marché spéculatif, une fois qu'on fait des plus hauts, parce qu'il y a de l'euphorie, on en parle dans les médias, tu te dis c'est génial, ça a l'air super simple de faire de l'argent, tu débarques par exemple ici, ici ou ici, et ce que tu te chopes après, c'est quoi? C'est une descente et tu es investi à 100%. Cette vidéo s'adresse justement à ceux qui sont investis à 100%, qui sont piégés dans la baisse et qui savent pas quoi faire. Et donc nous, on va regarder ça à l'aide des maths. Et pour ce faire, on va pas aller sur Bitcoin, on va plutôt aller sur un autre actif qui s'appelle Solana, avec différents exemples et cas clairs que je t'ai marqué ici. Alors prends pas peur, il y a beaucoup de choses qui sont notées, mais c'est hyper utile pour t'expliquer à quel point justement cette stratégie de DCA sans cash, elle est hyper utile. Elle présuppose cependant une chose. 1. Tu es investi à 100% depuis un haut de marché. 2. Tu n'as pas de cash qui rentre. Et 3. Tu as une psychologie qui est assez forte pour vendre à perte. Ça, c'est une condition sine qua non. Il va falloir être fort mentalement parce que cette stratégie-là va te faire être gagnant sur le moyen terme. Mais par contre, psychologiquement, elle va être hyper éprouvante parce qu'il va falloir réaliser des pertes. En gros, j'ai pris Solana et je t'ai comparé 3 scénarios. Premier scénario ici, en jaune, c'est le fameux scénario du buy and hold. C'est un persona lambda qui reflète la psychologie de la majorité des investisseurs, qui est la suivante. Je rentre et si jamais ça tombe, eh ben j'attends. J'attends, je ne vends pas parce que je
mon portefeuille qui est en rouge. Et donc, pour moi, c'est moins douloureux d'attendre le prochain cycle de marché s'il le faut pour revoir mes billes plutôt que de vendre à moins 50, moins 60, moins 70%. Donc, dans ce scénario 1, le persona, il fait du buy and hold. Il a acheté pour 10 000 $ de Solana à 220 €. Donc, il a acheté par exemple juste ici environ. Et tu peux voir qu'il a été en gain pendant très peu de temps et qu'ensuite le marché s'est tourné et lui offre actuellement un bear market, en tout cas sur Solana, qui est assez dégueulasse. Vu qu'il a acheté pour 10 000 $ de Solana à 220 $, il a 45,45 jetons. Ça, c'est une notion qui va être importante. On va pas parler en termes de dollars parce que c'est piégeur, on va parler en nombre de jetons. Et donc avec 10 000 $ investis sur Solana à 220 $, il a 45,45 Solana en ses mains. Si Solana par exemple trouve un bottom de marché juste ici dans les 40 $, et ben la stratégie buy and hold devra attendre les 220 $ pour être à break-even. Donc il attendra un petit moment. On a ensuite le scénario 2 d'un DCA que j'appelle conservateur. C'est-à-dire que tu as une stratégie de gestion active comme on l'appelle, où tu vas te dire ok, j'ai fait la même erreur que le persona numéro 1 juste ici. Par contre, j'ai vu la vidéo d'Atreid et donc je vais suivre sa stratégie même si psychologiquement elle fait extrêmement mal. Et c'est la suivante. Tu as acheté également 10 000 $ de Solana à 220 $, tu as le même nombre de jetons initial. Par contre, sur le drawdown juste ici, tu vas te dire ok, j'en ai marre, je vais vendre. Je vais vendre, pourquoi? Parce que je vais faire un DCA conservateur. Et dans ce scénario 2, ce persona là, forcément, il va attendre un petit moment avant de vendre. C'est pas le mec qui est hyper smart, qui maîtrise l'analyse technique à 100%, qui maîtrise la cyclicité, la macro à 100%, les vagues d'Elliott, Fibonacci, tout ce que vous voulez. Non, lui, il attend un petit moment. Il voit son prix passer de 220 à 253, puis 194, puis 170, etc. Non, lui, il est dans la désillusion pendant un petit moment. Mais arrivé à 127 $, là, il se dit, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, je constate qu'on est dans un bear market, je voulais pas y croire, et donc je vends ici mes Solana à perte. Et c'est exactement ce qu'il fera. Il a acheté à 220 $, il vend à perte à 127 $, il prend une perte de 42%. Sur les 10 000 $ qu'il avait initialement, il lui en reste donc 5 800 $. Par contre, ce mec-là est smart. Il pense sur le moyen terme, il se dit, très bien, je prends un drawdown de moins 42%, ça fait extrêmement mal, mais je suis une très bonne communauté, par exemple millennium-crypto.fr dont tu as le lien en description. J'ai acquis une méthode d'analyse qui me permet de pricer qu'effectivement, si on est bien en bear market, j'ai fait une erreur ici que je ne referai plus jamais, mais par contre, je peux isoler que la zone probable d'atterrissage pour Solana en fin de bear market, ça va être 40 $. Donc je vais garder mes 5 800 $ et je vais investir une fois que Solana sera à 40 $. Et là, il va se passer une magie somme toute basique qu'on appelle les maths, c'est que certes, il a subi un 42% de drawdown, mais quand Solana ira aux environs des 40 $, parce que c'est à peu près la zone dans laquelle il se rangera en fin de bear market, eh bien, en achetant pour 5 800 $ de Solana à 40 $ l'unité, il n'aura plus un nombre de jetons de 45,45, il aura désormais 145 Solana. Là où le persona du scénario numéro 1, buy and hold, il en aura toujours 45. Et c'est là que la magie prend effet. En augmentant ton nombre de jetons, même si ton capital diminue, forcément ton levier va augmenter et tu vas revenir à break-even hyper rapidement. Le calcul, il est hyper simple. Le persona numéro 2, il a désormais 145 jetons Solana acquis à 40 $. Pour revenir à 10 000 $ de capital, il faut uniquement que Solana atteigne 68 $. On a donc une comparaison qui est juste énorme. Pour retourner à un break-even au niveau de son capital initial de 10 000 $, le scénario 2 devra attendre un Solana à 68 $, alors que le scénario 1 devra attendre un retour à 220 $. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut en tirer deux conclusions intermédiaires. Première conclusion, par rapport au portefeuille, il vaut mieux regarder le nombre de jetons que tu as. Si tu crois fortement dans une crypto-monnaie, il vaut mieux regarder le nombre de jetons que tu as plutôt que ton portefeuille en termes de capital, en termes de monnaie fiat. Ça, c'est le premier principe. Deuxième conclusion intermédiaire qui est plutôt psychologique et non pas issue des mathématiques, en payant le coût de la psychologie, tu es gagnant. Ce que j'entends par là, c'est que la personne qui veut absolument pas se faire mal, rester dans le déni et se dire je n'ouvre plus mon portefeuille pendant 2 ans, juste ici, eh bien au final, elle fait mal à son portefeuille beaucoup plus que la personne qui prend ses pertes, même si on parle d'un drawdown de 42%. Et cette logique marche également si tu es à moins 50%, si tu es à moins 60, moins 70, etc., etc. Cette logique marche également si tu es toujours sur Solana, que tu n'as pas vendu, et que ici on a un rebond avec une conclusion qui serait rebond, chute aux 40 $. Il n'est pas encore trop tard, donc réfléchis bien, regarde cette vidéo 2 ou 3 fois, partage-la à des proches pour demander leur avis, suis la chaîne pendant que tu y es, et une fois que tu auras fait ce calcul de ton côté, tu verras qu'effectivement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et là où c'est encore plus fou, c'est que je te l'ai dit, dans ce scénario 2, la personne qui s'est fait mal et qui a pris ses pertes, eh bien, elle est de retour à break-even à 68 $, mais quand Solana retournera à 220, parce que personnellement, je suis convaincu qu'il le fera, eh bien, il ne sera plus à 10 000 $, comme le personnage du scénario 1, il sera à 31 900 $ de capital, et donc il aura fait un 220% par rapport à son capital initial.
Donc il y a un cheminement qui est certes un petit peu douloureux, mais qui à moyen terme est extrêmement convaincant, extrêmement productif et qui t'offre une rentabilité qui est juste incroyable. Ça, c'est pour le scénario 2 de la personne qui reste longtemps dans la désillusion, qui se prend en main tardivement et qui n'a pas les compétences surtout pour apprécier dans quelle zone est-ce qu'on va avoir des rebonds. Je te l'ai dit, tu le vois ici, hein, la personne a attendu longtemps, elle a vendu à 127 $, elle ne pense pas à jouer des rebonds entre temps, elle ne pense qu'à acheter le bottom du bear market une fois que ça fera un an qu'on est en baisse. Et tu as ensuite le troisième scénario, le DCA Recovery comme je l'appelle, qui lui présuppose la même chose que le scénario 2, mais avec une variante de plus, c'est que la personne a assez de connaissances en analyse technique, en macroéconomie, en cyclicité, etc. pour pouvoir jouer des rebonds. Cette personne peut analyser où est-ce qu'il va y avoir des rebonds et elle va les jouer. Et donc forcément, tu t'en doutes, le résultat va être encore largement différent. Dans ce scénario-là, on part toujours du même principe. Le premier achat s'est fait à 220 $ avec 10 000 $ de capital. Le nombre de jetons est de 45,45. Par contre, lui, il vend ses Solana à 165 $ environ. Donc il n'a pas non plus vendu ici. Le but, c'est pas de vendre du rêve avec un persona qui, lui, est hyper au fait de tout ce qui se passe et qui, techniquement, est le plus doué, vend directement ici, vend les hauts du rebond. Non, on reste dans quelque chose qui est palpable et que chacun ici peut atteindre. Donc de nouveau, ce persona, il a loupé le premier dip, il a loupé le rebond, il a loupé encore ce dip-là, il a loupé ce rebond. Là, c'est bon, ça n'a assez. Il a vu les trucs arriver 5 fois d'affilée. Là, il se dit, la sixième, je loupe pas. Donc, il vend ici ses Solana à 165 $. Il encaisse une perte de 27% et donc, sur les 10 000 $ qu'il avait initialement, il lui en reste 7 300. Ensuite, il a son pactole en main et juste ici, il arrive à isoler que par là, il va y avoir un rebond de Solana et que lui, il veut le jouer. Donc, il va forcément pas acheter le bottom ultime ici à 118 $, mais il va regarder les structures de marché, les liquidités et il va apprécier qu'en arrivant ici à 130 $ environ, il y a un break de structure, on peut revenir par là environ et donc lui, il va racheter Solana ici. De nouveau, on reste dans quelque chose de très concret. On parle pas de choper les bottoms et les tops absolus. Il achète ses Solana à 130 $ et il est vigilant. Il est vigilant parce qu'il se dit très bien. Pour moi, en un bear market, on va seulement avoir des zones de prise de liquidité, des zones d'imbalance qui vont être comblées, par exemple juste celle-ci qui est là, si on zoome on pourra le voir un tout petit peu mieux, c'est une zone qui est assez évidente, ok pour moi on s'arrête là, très bien, je vends mes Solana juste ici. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va vendre ce rebond à 140 $. Donc de nouveau, on ne parle pas d'un rebond magistral, on parle d'un rebond de 7%. Le but du DCA Recovery, c'est pas de prendre des rebonds de 40% non plus, c'est d'optimiser des petits mouvements pour augmenter son nombre de jetons. Et donc, il vend à 140 $, il fait un bénéfice de 7,7% et il remonte de 7 300 $ à 7 800 $. Et ensuite, il ne prend plus de risque. Il se dit, très bien, je me suis refait un tout petit peu, je vais pas non plus être greedy et avoir les dents longues, je vais attendre que mon petit Solana, il rejoigne la zone des 40 $ juste ici. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire. Et il va faire du coup la même stratégie que l'autre persona numéro 2, il va racheter pour 7 860 $ de Solana à 40 $ l'unité et donc il aura un nombre de jetons de 196,50 jetons. Et c'est là que la magie prend effet. Pourquoi? Parce que de nouveau, son but c'est de se dire très bien, je suis toujours à environ moins 22%, mon but à moi c'est quoi? C'est de retourner au moins à break-even de mon capital de départ. Et alors que dans le scénario 1, la personne doit toujours attendre 220 $ le Solana. Dans le persona numéro 3, lui, il va devoir attendre que Solana atteigne 48,80 $. Et donc, le chemin, il est assez dingue. Il a commencé par acheter du Solana à 220 $ avec 2 petits mouvements d'optimisation, pas quelque chose de fou. Arrivé au bottom de marché, il lui faut qu'un 20% pour revenir à break-even de 10 000 $. Et quand Solana reviendra à 220 $, il sera plus à 10 000 $ de capital de départ comme le personnage numéro 1 juste ici, il sera à 43 230 $, soit 432% de profit. Ces exemples t'amènent à plusieurs conclusions. Première conclusion, si tu as acheté du Bitcoin, une altcoin, n'importe quoi beaucoup plus haut et tu es encore coincé à l'heure actuelle, si tu estimes qu'on est un bear market, que tu as fait une erreur et qu'on va aller encore plus bas, tu as tout intérêt à vendre sur des rebonds. Tu as intérêt à vendre sur des rebonds et ce, peu importe le coût que ça va engendrer psychologiquement. Ça, c'est la première étape, tu l'as vu, les mathématiques ne mentent pas. Deuxième conclusion, ne regarde pas ton portefeuille en termes de cash, regarde-le en nombre d'actifs que tu as accumulés. Sur le marché traditionnel, ça peut être des actions de société cotée. Le but, c'est pas d'avoir un gros capital avec peu d'actions, c'est d'avoir le plus d'actions possible si tu prices que cette action-là va monter en valeur dans le temps. Pour la crypto, c'est pareil. Le but, c'est pas d'être le personnage numéro 1 avec un buy and hold, 45 jetons Solana et attendre. Non, c'est de prendre ses pertes,
recommencer avec un capital qui est plus bas, mais maximiser ton nombre de jetons pour arriver, comme dans le scénario 3, à du 196 jetons de Solana une fois qu'on recommence la phase d'ascension. Pourquoi? Parce que le break-even sera extrêmement rapide et tes phases de gains seront extrêmement rapides. Le fait de ne pas prendre de décision et de rester bloqué est largement moins rentable que de prendre une décision de couper le bras pour sauver le reste du portefeuille. Bien entendu, je sais que ça peut être difficile de faire ça tout seul de ton côté, donc c'est pour ça qu'il y a la communauté millennium-crypto.fr qui est à ta disposition. Tu peux aller sur le lien en description, on est plus de 600 et c'est exactement ce qu'on fait. Juste ici, tu peux voir, on est sur le Discord, on a plusieurs visions et ce que je viens de t'expliquer, on le gère ici dans Vision 2, gestion active. Qu'on soit en gain, qu'on soit en perte, peu importe, c'est là-dedans que justement on va faire tout le travail d'optimisation pour les personnes qui sont bloquées et qui souhaitent avoir un moyen, une stratégie pour justement apprécier leur portefeuille à travers le temps, même si on a un bear market et même si leur capital diminue. Donc le lien est dans la description, si tu veux venir, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille et qu'on t'aidera à faire tout ce travail. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à mercredi pour la suivante. C'était Trade, bon début de semaine, ciao ciao.